tous, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que tout se passe bien. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour vous présenter une masterclass sur la RSE créatrice de valeur à l'international, qui sera donc animée par David Séjourné. Sachez que cette masterclass est enregistrée. Vous aurez la possibilité d'avoir le replay en accès libre. Donc, on va tout de suite démarrer cette masterclass. Je suis en présence de David Séjourné. Bonjour David. Bonjour. Merci de ta présence pour cette masterclass qui est dédiée au thème de la RSE créatrice de valeur à l'international. Donc David, tu connais bien Bpifrance, tu travailles régulièrement avec nous. Tu as plus de 15 ans d'expérience en tant que directeur commercial et également en tant que country manager sur différents marchés à l'international. Je te laisserai nous en dire un peu plus à ce sujet-là par la suite. Tu es également PDG de l'entreprise Management Europe et donc tu interviens également à beaucoup d'événements Bpifrance organisés. Du coup, je vais te laisser la main pour te présenter et puis on présenterait un peu plus en détail par la suite de quoi cette masterclass va parler. Merci beaucoup. Donc en effet, pour présenter rapidement, aujourd'hui je dirige un modeste cabinet qui s'appelle Management Europe, qui fait du conseil en stratégie internationale, avec un gros tropisme lié à la santé, mais il y a aussi quelques clients qui sont en dehors de ce scope-là. Pour donner une idée du patrimoine, ça fait à peu près 12 ans que je fais ça, et c'est à peu près 250 missions, 130 clients. Ça donne une idée. Un point également qui peut être utile à porter à l'attention des auditeurs, je suis membre du board d'un think tank qui s'appelle la Fabrique de l'exportation. Je vous invite à regarder. L'objet, c'est de, entre guillemets, favoriser les travaux de chercheurs, enseignants-chercheurs en commerce international, européens et américains notamment, ce qui est bonne pratique pour animer un distributeur, etc., afin en effet de pouvoir améliorer sa stratégie internationale. Donc voilà rapidement présenté. Donc après, le sujet, en fait, tu as souhaité, Roman, en fait, que nous adressions, c'est la RSE à l'international. Et donc, la question qui se pose, est-ce que c'est créateur de valeur? C'est une question qu'on entend souvent, d'ailleurs, de la part des dirigeants, des contraintes, voilà, c'est difficile, etc. Donc, c'est un sujet que, lorsqu'on l'a préparé, c'est dit, on va poser, on va questionner, mais de manière objective, est-ce que c'est vraiment créateur de valeur? Et si ça l'est, quels sont les axes sur lesquels agir? Comment s'y prendre? Enfin voilà, la promesse est forte. En tous les cas, voilà, c'est le projet des 30 prochaines minutes que l'on vous propose. On gardera une grosse dizaine de minutes à la fin pour les questions. Donc d'une part, de quoi parlons-nous? La RSE, c'est RSE, international, création de valeur. C'est les trois éléments à discuter, en tous les cas, pour bien poser son sujet. En fait. Donc, la RSE, c'est tout ce qui est environnement, émissions de gaz à effet de serre, consommation d'énergie, gestion des déchets, etc. L'aspect social de la RSE, donc les conditions de travail, les santé, la sécurité des employés, etc. Donc la dimension économique, contribution au développement économique local, création d'emplois, les relations avec les fournisseurs, etc. Transparence financière, quatrième point de la RSE, tout ce qui est éthique et gouvernance, notamment dans les luttes contre la corruption, les politiques éthiques, les codes de conduite, etc. Tout ce qui est innovation, donc investissement dans la recherche et développement durable,
Voilà. Et puis, en effet, c'est d'aller questionner aussi les chaînes d'approvisionnement. Ça couvre aussi ça, hein, les RSE, donc la responsabilité des fournisseurs, la traçabilité des produits, le respect des droits de l'homme dans la chaîne d'appro, les impacts sociétaux, 7e point de la RSE. Et puis, en effet, la question, hein, de la valeur, c'est les indicateurs de performance financière responsable. Alors, il y a un certain nombre d'indicateurs qui existent. On va les discuter. Puisqu'effectivement, est-ce que ça nous donne une vraie définition de valeur extra-financière? Est-ce que il y a des points? Alors apparemment, je vois là dans le chat qu'on m'entend mal. Est-ce que tu as coupé ton micro? Ouais. Est-ce que c'est mieux là? Je bouge un petit peu mon micro, je suis désolé. Techniquement, est-ce que vous m'entendez mieux désormais? En tous les cas, je continue, mais en espérant que vous m'entendiez mieux. Donc, les leviers de création de valeur à l'international, une fois qu'on a défini en fait ces leviers, vraiment, on va essayer je vais continuer doucement en essayant de faire gérer ça par un technicien de la BPI. Je suis désolé, je ne gère pas ça. Et apparemment, le problème des monsieur, en fait. Pardonnez-moi de m'interrompre, mais on a quelqu'un qui gère le son pour que ça soit plus confortable pour les participants. Bon, très bien. Alors, je continue. Donc, on en était donc sur poser le sujet. Donc, la RSE, on l'a fait. L'international, on le verra. C'est pas c'est le Made by France avec des chaînes de valeur, un marché élargi dans les différents pays. On va le définir. Et puis, la dernière question qui se pose, c'est quoi les bonnes pratiques pour dégager des opportunités et ne pas subir des injonctions réglementaires comme moi je peux l'entendre de la part des dirigeants en disant voilà, il y a des grosses échéances qui arrivent, ça va, je vois plutôt ce que ça me coûte, je vois pas trop ce que ça me rapporte. Et donc, c'est des questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Donc, on a commencé à le faire sur les 3 piliers de la RSE déclinés en 8 leviers. Donc, ça, je l'ai fait. La valeur, c'est quoi la valeur? Et donc, créer de la valeur. Et de la valeur financière, ça, on sait relativement bien la mesurer. Je ne vais pas vous faire l'affront de faire un cours de finance. La valeur extra-financière, il y a un certain nombre d'indicateurs qui existent. Mais pour autant, par exemple, l'ASPI sur l'eurozone, le ZI pour la Belgique, il y a un certain nombre d'indicateurs, mais en fait, ils agrègent un certain nombre de sujets et qui ne sont pas... alors, on peut comparer, mais au fond, ils agrègent un certain nombre de sujets où certains sujets, notamment tout ce qui est décarbonation et autres, prennent le pas sur les autres. Et donc, ça va vraiment questionner, encore une fois, j'essaie d'être intellectuellement honnête sur est-ce qu'il y a création de valeur. Et donc, je tenterai une proposition juste après, en fait, sur comment on pourrait mesurer la valeur. C'est qui les parties prenantes? Donc, il y a les parties prenantes internes dans l'entreprise, les collaborateurs, les dirigeants, éventuellement les actionnaires, des parties prenantes externes, que sont le régulateur, que sont les clients, bien entendu, les fournisseurs, enfin voilà, on peut les détailler à l'infini, mais il y a beaucoup de parties prenantes.
Et puis, il y a des parties prenantes sociétales, on le voit sur un certain nombre aujourd'hui d'actions sur lesquelles la société, les enjeux environnementaux, mais pas que, hein, les droits de l'homme, etc., sont fortes et influent justement sur l'organisation de certaines entreprises. Après, sur l'international, donc j'ai commencé à le préciser juste auparavant, distinguer l'international, je me rappelle, hein, il y a 193 pays, je crois, à l'ONU, et donc la France est présente en fait sur un certain nombre de pays. Pour autant, elle a une balance commerciale qui est déficitaire, en tous les cas 2021, 2022, pas mal d'années également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du think tank La Fabrique de l'exportation, on a fait une analyse en fait justement de ce déficit. Est-ce que finalement, qui agrège en fait à la fois les biens, les services et également les dividendes des filiales, afin de voir où la France est forte et où la France est moins forte. Et comme on le voit avec le Made in France, avec les activités d'exportation, il y a des points de progrès à faire, notamment si on se compare, l'étude portait sur la comparaison de 4 pays, le UK, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, sur les biens industriels, B2B industriels, les biens de transport industriel. La France est plutôt, en tous les cas sur cette exportation de biens en perte de vitesse et sous-performance, ça creuse le déficit, notamment on voit que les PME sont très très peu présentes, les ETI, des grosses entreprises qui le sont. Alors, ce déficit, il est comblé par ce qu'on appelle le Made by France, donc la part de marché élargie qui est faite par nos filiales, par nos entreprises qui ont racheté des entreprises internationales, là pour le coup la France, plutôt mieux que ses voisins européens. Donc ça contribue notamment au rayonnement, mais aussi à rapatrier des revenus en France. Et juste revenir en fait sur le Made in France, on voit qu'on est très bon aussi. Là, on est en croissance forte depuis 8 ans, de plus de 25%, sur les services. Et donc les services, on pense souvent au tourisme, mais ce n'est pas que ça. Hein. Le tourisme pèse 20%. Ça peut être des services de conseil, des services digitaux, du service aussi autour des biens industriels. Et donc là, la France, le Made in France, notamment du service, est très fort. Et donc, ça questionne, et on a services financiers, services bancaires, services assurantiels. Enfin, voilà, je vous inviterai à parcourir l'étude disponible sur le site de la Fabrique de l'exportation. On verra, tout est analysé. Mais c'est intéressant de le souligner parce que par rapport à notre sujet qui est RSE, créateur de valeur, les services sont plutôt contribuent moins, notamment sur la partie environnementale, à avoir d'impact que des biens industriels. Donc voilà, c'est la question suivante, hein. Qu'est-ce qu'on vend? Des produits, des services, une solution? Quel impact également sur nos chaînes de valeur? Est-ce qu'on l'a vu donc, dans un des piliers de la RSE, les chaînes de valeur, notamment à l'étranger, peuvent avoir des impacts à l'international. Et puis, il y a les injonctions, en fait, hein, les injonctions du régulateur, notamment, pour faire appliquer les différents accords. Une grosse étape, là, le début de l'année prochaine, pour ce qui est des PME, en fait, hein, qui vont devoir, au fond, appliquer un peu les mêmes contraintes que les gros ETI. Donc, c'est l'occasion aussi de se poser la question, est-ce que ça peut être créateur de valeur pour moi? Alors, les grandes échéances, comme je le disais, le régulateur et l'entrepreneur, si on fait un petit focus là-dessus, c'est une relation duale, oxymorique. Hein, au fond, on peut le voir à la fois comme un acteur très contraignant, si je suis entrepreneur, mais aussi
il y a aussi du bon à réguler. Donc les grandes échéances, on l'a vu, hein, voilà, notamment 2025, les PME qui devront avoir un certain nombre de points contraignants, ça s'étale sur plusieurs années en fait, hein, pour faire appliquer les différents accords de la COP, etc. Donc il y a des grandes échéances qui arrivent vite. Moi je pense pas, là c'est un point personnel, que ça doit être sous contrainte que l'on crée de la valeur. C'est une opportunité d'accélérer les choses, mais en tous les cas, c'est pas une contrainte, légale, réglementaire, qui, vu comme ça, qui est la contrainte de la valeur. C'est plutôt, on le verra tout à l'heure, en ayant une approche un petit peu plus systémique des choses. Après, relation axiomorique, parce que, en effet, aussi, ça me donne accès à des appels d'offres internationaux. Notamment, si je regarde, on est sur l'international, on est dans un marché un petit peu complexe, et le fait, en effet, de respecter la RSE, ça me donne accès à des appels d'offres internationaux. Donc, de fait, ça peut être une opportunité. Ça peut créer aussi une barrière à l'entrée, dès lors que le régulateur est de mon côté, pour protéger, en fait, d'une certaine manière, mon marché, en indiquant que l'offre, elle doit être relation oxymorique également, parce que il y a des modifications, des financements à impact, en fait, en respectant la CE. Et donc là, encore une fois, je ne suis pas certain que ça doit être une motivation, mais c'est notamment tout ce qui est crédit carbone également, qui peut être qui peut biaiser en tous les cas la réflexion. Mais c'est pour ça que je l'ai appelé relation oxymorique, parce que la nuance est importante à apporter pour justement avoir une analyse objective de finalement, est-ce que la RSE est créatrice de valeur, ou est-ce que de manière dogmatique, je dois sans arrêt accuser le régulateur de tous les maux de l'entreprise. Donc, contrainte ou opportunité, c'est une question à se poser. Là, c'est un point de vue totalement personnel. Je pense qu'il y a des contraintes, c'est clair, qui sont aussi liées à finalement une évolution sociétale. Il y a aussi le climat, il y a finalement l'évolution des piliers de la RSE. Et donc, ne pas le subir, c'est aussi en faire une opportunité. On le verra à travers des exemples tout à l'heure. Comment en faire une opportunité. Et du coup, toi, David, comment tu fais pour calculer justement la valeur de la RSE? Alors, c'est un Bonne question. grand sujet. Je ne sais pas si je la calcule bien, mais je vais faire une proposition. C'est une proposition qui est inspirée d'un secteur que je connais bien, qui est le secteur de la santé. La santé n'étant pas une marchandise comme les autres, la RSE n'est pas une marchandise comme les autres. Il y a une méthode qui a été développée à Harvard. Par Michael Porter, ça rappellera les cours d'un certain nombre d'auditeurs. C'est une approche qui s'appelle Value-Based Healthcare, c'est-à-dire quelle est la valeur qui importe aux patients. Et donc, ça doit favoriser en fait l'innovation médicale en permettant à des nouvelles solutions, peut-être qui sont un petit peu plus chères, mais qui soignent mieux les gens. Je ne vais pas faire une théorie sur la value-based healthcare, mais il a posé une équation justement sur la création de valeur. C'est les résultats qui importent aux patients divisés par les coûts pour produire ces soins. Et donc, partant de là, je me suis dit, c'est finalement de poser cette équation-là au numérateur, de se dire la valeur, la RSE, en tous les cas, ça pourrait être les résultats qui importent aux parties prenantes. Donc, on en a listé quelques-uns, hein, les actionnaires, les clients, les employés, le sociétal au sens large, hein, les fournisseurs, le politique au sens large, les législateurs, les lobbies, bien entendu, les États, etc. Un certain nombre de parties prenantes qui influent
ces résultats. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément tous alignés. Et donc la valeur, c'est aussi donc au dénominateur, c'est les coûts pour produire ces résultats. Donc les coûts, c'est quoi? C'est de produire une offre décarbonée qui intègre le water risk, qui intègre les différents piliers de la RSE, qu'on l'a vu, le transport, le sourcing, des bureaux d'études, des nouvelles compétences, des bâtiments, l'eau, énergie, etc. Et en fait, la question, je dirais, de la valeur, elle est importante parce que, en tous les cas, moi, c'est des questions que je me pose régulièrement avec mes clients. C'est, est-ce qu'il y a de la valeur si le dénominateur de l'équation il est trop contraignant, trop ambitieux, ou si finalement le coût pour répondre aux résultats qui importent aux législateurs, aux régulateurs, finalement, voilà, on va répondre de manière réactive à une injonction du régulateur avec des coûts qui sont délirants, sans regarder les choses de manière systémique. Et donc, voilà, c'est vraiment la démarche, et donc, j'aurais tendance à dire très rarement, et donc, l'international nécessite d'être pris de manière systémique, autrement, on subit, et pour moi, il n'y a pas de création de valeur. Donc, j'aime bien cette équation, ça permet aussi de nuancer les choses. Si effectivement, le législateur a des... Enfin, on le voit d'ailleurs, on commence à le voir sur le bâtiment, sur un certain nombre de sujets aujourd'hui, en disant ça va trop vite. Si les coûts pour produire ces résultats ne sont pas alignés avec la vitesse à laquelle les résultats qui importent aux parties prenantes, si même les clients, la société ne le demande pas, ça questionne la création de valeur. Donc, voilà, moi je trouve que c'est alors ambitieux probablement, mais en tous les cas, poser le sujet comme ça, Roman, ça permet en tous les cas de prioriser, de discuter, d'arbitrer un certain nombre de sujets. Super, merci beaucoup David. Pour que ce soit peut-être un peu plus factuel pour nos auditeurs, est-ce que tu as quelques exemples à nous donner de cas concrets? Absolument. Non. Juste avant de donner des exemples, je voudrais juste voilà, revenir à des fondamentaux de la stratégie internationale. Rappel des bonnes pratiques pour réussir à l'international. Alors, ceux qui sont soulignés, c'est peut-être les leviers sur lesquels, au niveau de la RSE, on peut le plus agir. Mais je vais les parcourir parce que, encore une fois, je le redis, une stratégie internationale, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit globale, elle va impacter tous les maillons de sa chaîne de valeur, interne et externe, et systémique. Ça ne doit pas être un projet juste du dirigeant ou juste du directeur d'export. C'est un projet qui est global. Et donc, voilà, définir sa stratégie, où je veux aller, comment je veux y aller, quel mode d'entrée, c'est des points qui permettent d'intégrer des éléments de RSE, on va le voir à travers les exemples. Les équipes également, à la fois les équipes actuelles mais futures, pour attirer des talents. On le voit, notamment les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles à ces sujets, enfin beaucoup plus sensibles, je vais me faire jeter des pierres en sortant de l'aréna par les personnes qui sont un petit peu plus âgées, mais en tous les cas, pour attirer, c'est ce que j'entends moi de la part des dirigeants, il y a une appétence en tous les cas pour des jeunes générations sur ces sujets-là, donc ça fait partie aussi et on le verra à travers un exemple, le dernier exemple, que la RSE a pu influer l'innovation dans une entreprise. Donc on voit que l'impact de la RSE en intégrant donc l'international des équipes sont importants. Bon, bien entendu, les marchés, les modes d'entrée, mais un petit peu moins. Et puis enfin, les business models et la différenciation. On verra sur les exemples qui ont été pris en quoi la RSE, a permis justement d'être plus performant à l'international. Et puis bien entendu, les bonnes pratiques pour réussir à l'international, tout ce qui est gouvernance, orga, management, suivi en mode projet. Enfin voilà, c'est pas l'objet de la masterclass, mais voilà, c'est bien en le redisant de reposer les fondamentaux. Bien sûr. Donc ta question, Roman, c'était oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples d'entreprises
qui ont intégré la RSE avec une création de valeur à l'international. Tout à fait. Donc, je vous mets quelques business cases qui sont inspirants. Je suis certain que dans les auditeurs, il y en aura d'autres et n'hésitez pas à le partager par écrit. On pourra en prenant la liste des questions à la fin, en parler. Le premier, c'est les ciments Vicat. Donc, donc la présentation sera disponible. Hein, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, il y a un petit lien qui est mis à l'occasion de l'université d'été d'internationalisation des entreprises dont le thème était la décarbonation cet été à Marseille. On a pu interviewer Marie Godard-Piton, qui est la directrice de la performance et des investissements de Vicat. Donc, vous pouvez voir sur ce lien. Et elle parle de son entreprise. Donc, en fait, elle dit le ciment, il faut le savoir, c'est une industrie qui est fortement polluante en termes de décarbonation, parce qu'il faut chauffer, c'est des matériaux également qui peuvent avoir, notamment dans les traitements chimiques et autres, avoir des impacts assez forts sur la partie environnementale. Et pour autant, on était 2,5 milliards à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est plutôt 7 aujourd'hui, 10 demain, peut-être 15 sur la courbe en cloche. Il y a un défi démographique qu'il faut construire. Donc, on a aussi besoin de ciment. Donc, voilà, il y a une vraie contrainte, il y a plus celles qu'on a vues. Donc, en tous les cas, on va avoir besoin de ciment. C'est clairement pas une industrie de laquelle on doit se passer. Et donc, Vicat, malgré tout, a fait un choix, elle l'explique très bien, d'avoir une trajectoire de neutralité carbone, d'intégrer le volet clairement environnemental dans la RSE, mais pas que. Et donc, pour décarboner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout d'abord, en faisant des choix directs, en utilisant des combustibles alternatifs à de l'énergie carbonée, et si possible en favorisant également l'économie circulaire, dans les pays sur lesquels ils sont présents, en utilisant à la fois des matériaux qui sont locaux, sans stress, sur des ressources naturelles et abondants, par exemple en utilisant du calcaire broyé ou de l'argile. Et en essayant de réutiliser aussi un certain nombre d'éléments pour favoriser les combustibles dans leur manière de faire. Ensuite, donc ça fait partie à la fois du choix stratégique direct et puis d'innovation, parce que également dans les composants chimiques, leur ciment doit avoir au moins les mêmes caractéristiques techniques que des ciments un petit peu plus polluants. Donc, globalement, c'est des choses sur lesquelles ils se sont engagés et qu'ils mesurent. Sur la partie CO2 également, ils ont mis en place des solutions de capture de carbone qui stockent et à certains égards aussi ils revendent. Donc, là, on est sur les business models d'optimisation des sources de revenus. Donc la valeur créée, en fait, c'était aussi la question. Donc, ils sont à l'international, sur plusieurs pays, elle l'explique très bien. Ils ont créé un ciment bas carbone différenciant qui permettent, et notamment sur les pays qui ont aussi des trajectoires de décarbonation, d'avoir des logements décarbonés, en fait, en tous les cas pour les clients, des chaînes de valeur, donc qui réorganisent des chaînes de valeur, donc avec un impact aussi qui dépasse les frontières françaises, dans la manière de sourcer. Donc c'est assez créateur de valeur, moins sociétal, mais aussi économique au sens où leur ciment bas carbone est différenciant et favorise les ventes. Et puis les nouvelles énergies qu'ils mettent en place, sur lesquelles ils travaillent, ça favorise de nouveaux emplois. On le voit sur des filières nouvelles qui se créent. Les effets très positifs de l'innovation. C'est un business case, moi je trouve, qui est assez inspirant. Je vous invite d'ailleurs à regarder qui est très enthousiasmante sur la vision. Et c'est clairement quelque chose qui est
qui n'est pas vécu comme une contrainte de leur part, ou en tous les cas, ils en ont fait une opportunité et une belle success story. Le deuxième exemple que j'avais envie de prendre, c'est que on peut dire souvent le commerce international, c'est en fait il faut protéger les frontières, il faut tout faire chez nous, etc. Alors il y a des exemples qui sont assez contre-intuitifs. C'est l'exemple des tomates. Je pense que la plupart de vous, vous en avez entendu parler. C'est que produire une tomate en hiver en France, ça émet autant qu'une tomate importée par camion depuis l'Afrique du Sud. Donc, il y a deux sujets. Hein. Soit on mange plus de tomates l'hiver. Non, ça c'est une plaisanterie, mais enfin quoique. Mais en tous les cas, ça nécessite, en fait, quand on regarde et ça sera intéressant, je pense que on avait dit qu'on en parlerait sur les grands accords de commerce. On en parlera par la suite, effectivement. Encore une fois, j'essaie d'apporter de la nuance. Le dogme de dire le grand export, le commerce international, c'est polluant, ça ne crée pas de valeur, n'est pas si simple à répondre que ça. Et donc, une analyse des chaînes de valeur et des différentes parties prenantes, comme on a pu le voir, sont des points importants à prendre en considération pour la création de valeur. Le troisième exemple, c'est un exemple qui est assez connu, c'est Lego, qui a annoncé en 2021 faire une brique PET, c'est un recyclage de bouteilles plastiques à usage unique. Et donc, ils ont fait une initiative un petit peu marketing en disant on fait des Lego recyclés, etc. Et puis, dernièrement, là, c'est un article que j'ai vu passer et que probablement les auditeurs aussi, ils ont arrêté car le PET, la polytétrabéthylène, aurait entraîné des émissions de carbone plus importantes au cours de la durée de vie du produit. Et donc, c'est un point important parce que, donc, évidemment, il y a un enjeu commercial. Est-ce que ça crée de la valeur? Est-ce que c'est des différenciants? Probablement. En revanche, est-ce que sur l'ensemble des parties prenantes et les coûts pour produire ces résultats étaient créateurs de valeur? A priori, il semblerait que non. Donc, ça va avoir un impact chez eux sur tout ce qui est innovation, production, sourcing, justement pour continuer à travailler sur des créations de valeur dans la durée, à la fois qui impactent, enfin qui importent à leurs clients, à la société, mais également et pas qu'au régulateur court terme, mais dans la durée. Donc ça demande une certaine, enfin une honnêteté aussi intellectuelle sur le long terme pour que ce soit créateur de valeur. Et c'est pas parce que il y a des résultats, des paybacks court terme que forcément, là en l'occurrence Lego, la création de valeur est dans la durée. Imaginons que il ne l'ait pas dit et qu'on s'en rende compte dans 2-3 ans, ça aurait eu un effet, je pense, un effet encore plus désastreux qu'une décision assez lucide prise par l'entreprise. Et donc, David, justement, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que prévoient les grands accords du commerce international sur le sujet de la RSE? Alors, je vais en parler. Je me permets, Roman, Je t'en prie, je t'en prie. un quatrième exemple qui est un de mes clients qui a écrit un livre sur l'entreprise rayonnante. Le dirigeant, c'était il y a quelques années, était mais ultra convaincu des bienfaits de la RSE. Il n'avait pas forcément une vision, il n'avait pas du tout une vision contraignante, c'était bien avant que le régulateur s'empare des sujets. Mais à un point, il a construit une usine avec un puits canadien à basse consommation qui coûtait entre guillemets 30% plus cher qu'une usine classique. La chasse à tout ce qui est gaspillage en entreprise, une gouvernance hors du commun, avec une parité parfaite, etc. Enfin bref, quoi. Tout ce qu'on peut lire, entendre, d'ailleurs, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'entreprise rayonnante, là-dessus, donc il le théorise.
ce qui est dingue, c'est que ça a influé le bureau d'études et ils étaient sur des produits qui consommaient énormément d'énergie. Et leurs produits, finalement, le bureau d'études a réussi à produire une offre qui consommait 30% d'énergie de moins que les concurrents. Donc, donc, de là se pose la question, ok, c'est différenciant, mais ils ont même changé leur business model en faisant rémunérer une partie des revenus sur les économies réalisées par les clients. Donc là, on est vraiment sur une approche complètement globale, complètement systémique. Comment la RSE a créé de la valeur dans l'entreprise et a déteint jusque dans l'innovation. Et donc, voilà, c'est une assez belle conclusion parce que c'est finalement, il n'avait pas, je pense, cette vision aussi aboutie quand il a lancé ses initiatives. C'était plutôt une conviction que voilà, ça allait apporter de la valeur et au fond, c'est de cette manière-là que cette entreprise s'est fortement développée à l'international. Donc voilà, le quatrième cas, pas de problème. Maintenant, la question que tu évoquais sur les accords de libre-échange et la RSE, l'innovation, pareil, on avait la chance à l'UEE d'avoir Jean-Marie Pogan, qui est le directeur général adjoint de l'OMC. Je vous ai mis le lien d'ailleurs pour écouter sa vidéo. Et lui dit, voilà, dans le commerce international, donc il y a des enjeux de transport maritime décarboné, mais qui, comme on a pu le voir, ne sont pas forcément intuitifs. En tous les cas, c'est à analyser. Mais lui dit que la plupart des accords de libre-échange aujourd'hui intègrent un chapitre environnemental et climatique, voire enfin, pas tous, hein, mais sur les droits humains. Et que c'est plutôt un facteur de solution, parce que ça permet en fait de créer des économies raisonnablement intégrées. On a vu les excès lors de la crise du Covid sur un certain nombre de secteurs, mais en disant raisonnablement intégrés, il voulait dire que les procédés les plus efficaces s'imposent, encore une fois par rapport aux différentes parties prenantes qu'on a pu voir, que lorsqu'on, à l'inverse, si on ne s'intègre pas dans une chaîne de valeur, alors ça dépend si c'est vraiment stratégique, mais des chaînes de valeur trop fragmentées réduisent l'efficacité énergétique, et donc un peu des clusters. Alors, voilà, mais en tous les cas, c'est un sujet intéressant à prendre en considération sur parce que, voilà, produire une chaîne de valeur totalement fragmentée. Et puis ça permet donc, on revient un peu au sujet de l'économie raisonnablement intégrée, c'est que les procédés verts, basse consommation, se diffusent plus vite. Ça permet de diffuser l'innovation à travers le monde. Quand il y a un pays qui fait quelque chose de bien, le commerce international permet de diffuser aussi ces bonnes pratiques. Voilà, que ce soit sur le volet climatique ou les autres volets de la RSE. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet de la RSE et est-ce qu'elle est créatrice de valeur. J'espère avoir en partie répondu à cette question importante. Je crois que c'est le moment de prendre les questions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Du coup, on va demander à ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous les écrire dans le chat. Moi, j'ai peut-être une première question à te poser. Comment on peut réorganiser sa stratégie en intégrant la RSE et quelles sont les bonnes pratiques pour cela? Alors, comment réorganiser sa stratégie en intégrant la RSE, les bonnes pratiques? Il y a un premier élément de réponse qui est aussi fourni, notamment le pôle conseil de la BPI qui fait un DIAG RSE, si on s'y connaît pas du tout, Tout à fait. permet de poser en fait, j'allais dire un premier diagnostic et de voir les sujets sur lesquels il peut y avoir des effets de levier. Donc ça, c'est un premier sujet. Ensuite,
je l'ai un peu évoqué sur les bonnes pratiques, c'est se mettre en mode projet de manière systémique sur l'entreprise. Et on a pu le voir avec l'entreprise rayonnante là, que j'ai pu évoquer. Ça ne doit pas être un sujet uniquement RH, un sujet uniquement d'une partie de back-office de l'entreprise. C'est vraiment une approche un peu systémique pour intégrer ça dans sa stratégie. Ensuite, bah voilà, tout ça, ça nécessite aussi d'analyser. Et donc, l'analyse, c'est revenir à l'équation de création de valeur, être cohérent aussi dans la nuance, pour pas faire en sorte que on se met avec des coûts sans avoir des résultats qui sont attendus en face. Autre élément de réponse également, conviction, si on n'est pas convaincu, si on y va en traînant des sacs de 3 tonnes derrière soi et des encres, c'est sûr que la mise en place de tout ça va être un petit peu plus compliquée. Ensuite, corrélé à cette conviction de la patience, la trajectoire des ciments Vicat, c'est sur plusieurs années, sur du temps long. Donc c'est une trajectoire et on ne peut pas attendre des paybacks à un an, c'est pas possible, c'est des trajectoires assez longues, donc c'est être patient, donc c'est un peu corrélé à la conviction. Oui, parce que c'est exactement ce que je voulais te demander par rapport à la durée, justement, que cela peut prendre. Alors la durée, voilà, il y a des trajectoires, le Vicat, je crois que c'est de l'ordre d'une quinzaine d'années, quoi, la trajectoire zéro carbone. Ils en émettent moins que les autres, mais ils continuent à en mettre. Oui, c'est vraiment au fur et à mesure. Et donc, combiné à ça, alors bon, c'est une entreprise extrêmement polluante. Il y a des retours qui peuvent être plus rapides, tout dépend de son offre. Encore une fois, si on est sur des services, encore une fois, où la France est très bonne à l'international, si nos éditeurs sont dans le service, on est en croissance de 25% depuis 8 ans sur ces sujets-là, et donc excédentaire. Si on éliminait les biens, la balance commerciale française serait excédentaire sur les services. Et puis enfin, il y a quand même toujours un enjeu de mesure. Mesurer les choses, permettre de se dire est-ce que je suis sur la bonne trajectoire, est-ce que ça va trop lentement, etc. En fait, donc la mesure, l'évaluation de ce que je suis en train de faire. Les mesures, elles ne sont pas que commerciales, et elles sont aussi le taux de turnover au niveau RH ou de rétention des collaborateurs, etc. Parce que c'est des points qui sont quand même importants, puisqu'on investit sur du temps long autour de ces sujets. D'accord. Est-ce que nos auditeurs ont des questions pour David ? S'il n'y a pas de questions, on va peut-être juste clôturer par les différents secteurs qui sont peut-être le plus favorables. Donc, tu le disais tout à l'heure, effectivement, peut-être plus le service, mais bon, après, il y a peut-être des secteurs qui sont d'activité qui sont plus favorables. Alors, le service certainement, mais voilà, on l'a vu sur des. Alors, je dirais que tous secteurs peuvent être adressés. Je pense qu'il y a un retour sur investissement qui peut être plus rapide ou plus facilement montrable sur certains secteurs. Mais on a vu que sur des secteurs comme le ciment, par exemple, qui sont quand même assez. C'est pas. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. C'est assez polluant. C'est des choses c'est une question d'ambition aussi. Bien sûr. Ouais. Je ne pense pas qu'il y a de secteurs à exclure. Il y en a certains qui sont plus difficiles, peut-être parce que plus réglementés, mais tous les secteurs peuvent être adressés avec des trajectoires qui sont plus ou moins longues. Et donc, on en revient un peu à la proposition d'équation. Les coûts pour produire ces résultats doivent être aussi en phase avec les parties prenantes de son marché, que ce soit les internes ou externes. Très bien. Merci beaucoup, David, pour cette masterclass. Je vous propose de clôturer cette session. N'hésitez pas à prendre les contacts de David ces journées si vous avez des questions sur le sujet. Et puis, comme on le disait en introduction, vous pourrez avoir accès donc à cette présentation et au replay. Donc, n'hésitez pas à le télécharger par la suite. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci David.